Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des Femmes. C'est avec un plaisir immense que je vous accueille tous les mardis soirs à 21h en direct d'Equinox Télévision dans le cadre de ce programme qui s'intitule Paroles de femmes. Ce soir, nous allons nous dire certaines vérités. L'émission aura une coloration assez particulière aujourd'hui parce que nous allons quand même balader notre miroir au sein des familles. Ce soir, nous avons choisi de parler un peu de ces enfants-là qui ont des troubles et qui sont malades et qui sont en situation de handicap, que ce soit physique ou bien qui souffrent des troubles mentaux. Ces enfants qui très souvent sont rejetés par leurs parents, qui sont considérés bien taxés de tous les noms. Ce n'est pas souvent évident pour ces parents-là de pouvoir accepter la situation de handicap de leur enfant, de pouvoir encadrer ce dernier, de lui apporter de l'amour, la tendresse, l'affection, et même de permettre que ce dernier fasse des études comme tous les autres. Il y a beaucoup de parents qui préfèrent ou bien qui ont choisi aussi de confier leurs enfants en situation de handicap ou bien malades à des services spécialisés, des centres de rééducation. Comment ça se passe? Quelles sont les réalités auxquelles ces femmes qui ont la charge justement de rééduquer ces enfants-là sont confrontées? On en parle dans un court instant. Alors, c'est l'histoire d'une dame, avant que je vous présente le panel, qui a fait un enfant qui était malade. Une fois que son mari et sa belle famille ont constaté que le bébé, qui était un garçon, n'était pas, on va dire, avait des problèmes, des troubles, parce que l'enfant est né avec certaines malformations et quand il grandissait, on découvrait que c'était quand même une situation assez délicate. La femme a été abandonnée par son mari, délaissée par sa belle famille. On l'a chassée de la maison parce qu'on disait qu'elle est partie porter un bébé qui... je n'ai pas envie d'utiliser le terme que la dame a utilisé. Je n'ai pas envie d'employer le même terme. Toujours est-il que cette femme dit que son bébé a été taxé de tous les noms. Aujourd'hui, elle est rejetée avec son fils. Pourtant, c'était un commun encore qu'elle a conçu le bébé. Son mari qui lui promettait ciel et terre. Le mariage, tout s'est envolé. L'histoire de cette femme-là vous parle certainement. Il y a beaucoup de couples qui sont confrontés à ce problème-là. Il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi qui ont fait des enfants. Et puis plus tard, on découvre que ce dernier a un problème. Il est peut-être en situation de handicap ou il a des troubles. Et tout. Comment on fait pour s'occuper d'un tel enfant? Toujours est-il que l'enfant n'a pas demandé à naître. Un enfant, c'est un enfant. Le plus important déjà, c'est lui apporter amour, santé, confort, sécurité. On en parle avec vous sur ce plateau. Elisabeth Makuntine, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Vous êtes sûre que vous allez bien, Elisabeth? Par la grâce de Dieu. Oui. Vous allez bien alors? Oui. Très bien. Meilleurs vœux. Bonne année. Bonne année, ma chère. Elisabeth Makuntine est veuve, mère de 5 enfants, coiffeuse de profession. Elle vit à Village. C'est un quartier qui est situé dans l'arrondissement de la 3e. Elisabeth, vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Mais pourquoi vous faites cette aide-là? Je sais, mais dites-nous quand même. C'est une histoire qui vous parle particulièrement à vous, Elisabeth. Ah oui, oui. Pourquoi? Parce que vraiment, cette histoire est touchante. C'est lamentable. Et on nous rejette même dans la société. La société rejette. Parfois, quand tu portes ton bébé, quand tu veux cheminer avec le bébé, les gens regardent comme si ce n'était pas un être humain. Les gens ont peur de toucher. Et vous avez aussi été abandonné par le papa de l'enfant? Oui, oui. Abandonné à la famille. On cherche même comment faire pour s'en débarrasser. S'en débarrasser? Ah oui. Comment ça s'en débarrasser, Elisabeth? Puisqu'après la naissance de cet enfant, au niveau de la pédiatrie à la Quintini, j'ai fait 2 semaines. Oui, dans un hôpital de la place, oui. Et oui. Un hôpital public, oui. J'ai reçu la visite de la belle-mère qui venait dire « Attends, je vais donner ce produit. » C'était pour faire partir l'enfant. Donner ce produit? Un produit indigène. C'était comme si elle voulait donner pour faire partir l'enfant. Partir l'enfant où? Pour faire mourir, parce qu'elle ne voulait pas. Elle dit, le genre d'enfant qui entre dans l'oxygène là ne peut pas vivre. Ça c'est les dépenses inutiles. Il faut que j'évacue ça pour que mon fils ne souffre pas. C'est trop de dépenses.
Quand je suis allée consulter le docteur par rapport à son produit, le docteur a dit rien, laisse l'enfant, qu'elle ne donne rien. Qu'elle laisse cet enfant à cet état. Et c'est comme ça qu'elle se fâchait. Elle a lavé les mains. Je ne suis plus là. Elle a appelé son fils, elle a dit que ne dépense plus ton argent, hein, ça ce n'est pas l'enfant. Et puis c'est comme ça qu'ils sont en débarrassés. Si je me suis en sortie au niveau de la cantine, c'est par la grâce de Dieu. Oui, sans publicité. Donc l'enfant, quel problème exactement? Elisabeth. Je peux dire l'enfant est entièrement handicapé, à 100%. Puisque c'est à 4 mois que je constate que même la vue était floue, auquel j'ai fait 6 mois bingo. Et puis, au cours d'une certaine consultation par certains docteurs, ils m'ont dit que l'enfant n'avait pas de problème de vue. D'accord. Que l'enfant ne veut pas seulement voir, mais il n'y a pas de problème. Est-ce que cet enfant voit aujourd'hui ou pas? Aujourd'hui, non, pas encore. Vous n'avez plus de nouvelles du papa et même de sa famille, en fait, des membres de sa famille? Pas plus de nouvelles. Tout le monde vous a tourné le dos? Tourné le dos. D'accord. On aura le temps de parler justement, vous allez nous dire un peu comment vous organisez au quotidien pour pouvoir prendre soin de ce bébé. C'est une petite fille qui est âgée de 5 ans et demi, c'est bien cela? Oui. D'accord. Merci à vous, Elisabeth, d'avoir accepté cette invitation. Amen. Elle est assise juste à côté de vous, Christelle Ilouga. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous, Christelle? Très bien, merci. Christelle Ilouga, meilleur vœu à vous. Meilleur à vous aussi également. Merci. Célibataire, sans enfant, éducatrice spécialisée. Ouais. Donc, très souvent, c'est à vous qu'on confie ces bébés. Tout à fait. Ces êtres inoffensifs, si vulnérables, si fragiles. Ouais. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Alors, dites-nous, vous êtes une femme. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une telle histoire? Elle est toute seule. C'est un peu le cas d'Elisabeth. Ouais. Sauf que c'est pas Elisabeth qui nous a écrit. Vous voyez, les histoires se suivent parce que justement, chacune d'entre nous a une expérience un peu qui pourrait être semblable à celle de l'autre. Oui, déjà, l'histoire est assez émouvante parce que c'est le quotidien de plusieurs enfants et parents que nous rencontrons. Déjà, ce n'est pas facile. Les enfants sont entre guillemets délaissés parce que si un parent se déclare forfait et fuit, c'est déjà un handicap de plus parce que le parent restant est déjà entre guillemets aussi bloqué quoi. Et dans tout ça, c'est l'enfant qui en souffre, c'est l'enfant qui est délaissé, c'est l'enfant qui est marginalisé, c'est l'enfant qui subit tout, qui subit. Et c'est comme ça qu'on la rencontre chaque jour. Mais il y a d'autres qui gardent les enfants quand même à la maison. Bien sûr. Et ils s'en occupent ou bien pas du tout? Entre guillemets, hein, parce que moi je n'appelle pas sans s'en occuper. D'accord. Parce que tu ne peux pas dire que tu t'en occupes d'un enfant et tu ne lui procures pas tout l'aide dont il a besoin, tout le soin dont il a besoin. Vous observez quoi alors chez certains parents? Bien, dans certaines maisons, il y a des enfants qui sont en situation de handicap ou qui ont des troubles de ce genre, des troubles mentaux, etc. Qu'est-ce que vous observez? Oui, on observe très souvent que ces enfants sont très souvent cachés. Sont très souvent, cachés, mis à l'écart. Et certains ne sont même plus comptés comme membres de la famille. Oui, ils ne sont même plus comptés. Ils sont oubliés, ils sont délaissés. On compte le nombre d'enfants qui sortent de la maison. On compte le nombre d'enfants handicapés qui sont vus et qui sont pris en charge par leurs parents. Donc ça c'est pas facile. Un réel problème. Mélanie Bell avec nous ce soir. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Bien, c'est bien, merci. Meilleur vœu à vous Mélanie. Merci, bonne année à toute l'équipe. D'abord de Parole des femmes et l'ensemble de la maison. Merci. Le grand technicien en face de nous et le grand patron. Pas de faire des manières comme ça. Le grand patron, président Tchunke et toute sa famille. D'accord. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu présente. Mélanie Bell, vous êtes divorcée, mère de 4 enfants, chef d'entreprise. C'est vrai que vous avez plusieurs casquettes. Chef d'entreprise, on va faire court quand même. On va laisser découvrir. Vous voulez dire je suis chef d'entreprise et parent. Voilà. Bon, ça dit, c'est là-bas où vous vivez, plus précisément à Denver, dans l'arrondissement de la 5e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Alors, Mélanie, vous avez entendu l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Oui. Et en tant que mère, en tant que femme, forcément, ça vous parle.
Oui. Ouais. Mais je veux dire des enfants délaissés, des enfants pas éduqués, des enfants abandonnés, c'est pas seulement le quotidien des enfants en situation de handicap. On voit un qui vient d'abattre son enseignant, il n'a rien d'un enfant en situation de handicap. Ouais, voilà. Peut-être des troubles, peut-être. Ben ouais, la consommation des substances illicites ne fait pas de vous quelqu'un qui a les troubles. Voilà, le problème est ailleurs. Donc, c'est vrai, le quotidien, avoir un enfant en situation de handicap, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui vous pousse dans vos derniers retranchements, c'est quelque chose qui vous interroge, qui vous détruit. Mais je veux dire, moi en tant que chrétienne, comme on dit généralement, un cheveu qui tombe de votre tête, vous pouvez pas, vous n'avez pas la force de pouvoir, ni l'intelligence de recoller ce cheveu sur votre tête. Voilà. Donc c'est autant que la naissance d'un être humain est un mystère. Même quand on fait un enfant dit normal, rien n'est garanti de ce qu'il sera fait demain, de ce qu'il deviendra. Voilà. Donc la maman qui a cet enfant, je reviens sur ce drame qui bouleverse tout notre pays, et je pense à la famille de ce jeune garçon qui avait l'âge d'une de mes filles. Je n'arrête pas d'être bouleversée par cette histoire. Mais il n'y a pas des enfants qui peuvent et des enfants qui ne peuvent pas. Quand on a accouché, quand on a une maman, on doit pouvoir tout endosser. Justement parce que en fait, le thème de l'émission de ce soir, c'est ces enfants qui embarrassent les parents. Parce qu'on sent quand même une sorte d'embarras auprès de certains parents qui ont du mal à accepter, à accompagner, à être proches de leurs enfants qui auraient, que ce soit des troubles mentaux ou bien qui seraient en situation de handicap. Et de plus en plus, on remarque quand même que certaines familles ont du mal à vivre avec ces enfants-là, Mélanie. Oui, c'est vrai, c'est le constat qui est fait, mais moi je pense que un parent est toujours celui-là qui se lève tôt, qui fait tout, qui remue ciel et terre pour donner le maximum de ce qu'il faut à son enfant. Quand un parent avec un enfant en situation de handicap pense que ce handicap, ou alors cet enfant est un déchet, ou cet enfant n'a pas de place, ou cet enfant c'est une malédiction, c'est une très 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 grosse ignorance. Parce que dans la majeure partie du temps ou des cas, et j'ai même envie de dire, de tout temps ou dans tous les cas, un enfant en situation de handicap, quel que soit le degré de handicap dont il est atteint, c'est une chance pour une famille. Ouais. C'est une chance. Ouais. Vous, justement, vous êtes maman, vous avez aussi un enfant quand même qui a besoin d'un accompagnement, d'une forte présence. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe avec votre... Oui, je dirais que l'autisme est, s'il y avait une échelle de valeur, l'autisme est le handicap le plus difficile de tous les handicaps, à part les handicaps physiques ou handicap ou polyhandicap, comme le cas de ma voisine. Ouais. L'autisme, c'est un handicap très très difficile, tout simplement parce que vous avez un enfant qui a une apparence normale. Il n'a pas une tête de travers, il ne bave pas, il est bien formé. 3 cas sur 4, ce sont des garçons. Quand on sait chez nous l'importance d'avoir un garçon, c'est lui qui assure ce qu'on sait, hein, l'héritage, il est l'héritier. C'est son papa, le chef de famille qui prendra le flambeau. Donc, même quand vous avez les familles, ça ne compte pas. Le fils, tout le monde, le père est braqué sur le fils qui... donc, c'est difficile. Quand cet enfant naît, vous ne savez pas ce qui se passe. Hein, vous remuez ciel et terre, vous voyez tous les médecins. Et finalement, quand vous avez la chance de tomber sur les professionnels aguerris, ils vous prononcent ce mot. Voilà. Et quand il est prononcé, généralement, le médecin, lui, il a fini son travail.
Donc, voilà, il est autiste. Point barre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une montagne devant vous qu'il faut gravir. Alors, quand on va au Mont Cameroun, comment on fait? On se prépare. Hein? On se prépare, on prend parfois, quand on a un peu de moyens, on pense un coach pour se préparer. C'est exactement de cela qu'il s'agit. On doit pouvoir, hein, c'est cela. Se préparer ne veut pas forcément dire se préparer, se faire aider par les grands professionnels, mais se préparer déjà, il y a des choses que tout parent fait à la maison. Hein, je m'occupe de mon enfant, je le nourris, je le lave. Il est avec les autres, il est voilà. avec ses frères et sœurs, ils jouent ensemble. Ou alors il a sa chambre à part. Il est avec les autres. Ouais. Il est avec les autres parce que la fratrie, il doit faire partie de la fratrie. Il fait partie d'une fratrie. Donc le fait de l'exclure ou de montrer aux autres que il est différent, oui, mais c'est votre frère. C'est votre frère et parce qu'il y a un passage de relais. Tout de suite, on se dit, quand vous ne serez plus là demain, si la fratrie a été écartée, si la fratrie n'est pas impliquée dans l'accompagnement du frère ou de la sœur, après vous, qu'est-ce qui se passe? Tout à fait, qu'est-ce qui devient? Parce que Christelle est revenue justement sur ses enfants. Vous avez dit que vous avez mené votre petite enquête quand même parce que vous encadrez ces enfants malades et autres. Donc, vous avez remarqué que dans certaines maisons, dans certaines familles, il y a des enfants qui sont dans des lieux gardés, enfin tenus secrets. Ouais. Tout à fait. C'est ces petits enfants que on ne veut même pas savoir qu'ils sont là. On ne veut même pas savoir qu'il y a quelqu'un à côté. Et c'est même parfois par beaucoup du hasard que tu te rends compte qu'il y a un enfant malade. Tu te rends compte qu'il y a un enfant qui a besoin. Pourquoi les tenir, je sais pas, loin de... Pourquoi les couper du reste du monde? Pourquoi on va les mettre à l'écart? Est-ce qu'ils sont agressifs? Est-ce qu'ils sont violents? Bon, déjà, là, si on se penche sur le plan psychologique de la chose, moi je parlerai du processus d'acceptation. D'accord. Parce que déjà, tout part de l'acceptation. Comme ma voisine venait de dire, quand on sait qu'on a un enfant qui a besoin de plus d'attention que les autres, on doit le prendre comme tout enfant. Et maintenant, pour arriver à accepter que voilà un enfant qui a besoin de plus d'attention, c'est tout un long processus. Est-ce que le fait de le garder en chenille ou bien dans une case tout seul et tout, est-ce que ça l'aide? Surtout pas. Ça ne l'aide pas. Au contraire, ça empire la situation. C'est même de la maltraitance, à la limite. Oui. Parce que là, déjà, c'est privé, il n'est même plus traité comme un être humain. Parce que si enchaîner un enfant avec... Oui, j'en ai rencontré. Ils enchaînent leurs enfants malades. L'enfant était enchaîné. Parce que l'enfant était tellement brut et je ne sais même pas quel genre de raison ils m'ont donné. L'enfant était brut, l'enfant rugissait même, l'enfant criait. Je ne vois pas quelle raison qui peut pousser un parent à traiter son enfant de la sorte, si ce n'est que l'acceptation. Accepter qu'on est un enfant malade, c'est déjà le premier processus dans la prise en charge, dans la longue marche avec lui. Et d'autant plus que ces enfants ont un droit. Comme tous les enfants. Comme tous les enfants. Comme tout être humain en tout cas. Ouais. Encore que les enfants, eux, ça oui. Alors vous, Elisabeth, racontez-nous donc votre histoire. L'enfant est né malade. Tout le monde vous a tourné le dos. Vous êtes allé le confier à un centre de rééducation, un service et tout, ou bien vous en avez la charge. Donc vous continuez à prendre soin de cet enfant-là. Oui. Ouais. Mais comment ça se passe alors? Votre quotidien ressemble à quoi? C'est vraiment difficile. Juste déjà, avec Merveille qui a 5 ans. Merveille, c'est le nom de la petite? Et demi. Elle a 5 ans et demi. Oui. Déjà que je ne peux pas le laisser seul. Je suis comme une mère d'enfant qui n'a pas grandi. Un bébé qui ne grandit pas. Les activités sont arrêtées. Je suis là disposée uniquement pour elle. Vous pensez que si Merveille avait été, on ne va pas dire normal, hein, mais avait quand même une bonne santé, n'avait pas eu une santé aussi fragile et tout, ce serait différent avec son papa et la famille de son papa? Si, je le crois.
Parce que quand son papa dit, quand il revient après 1 an, malgré toute la défaillance, malgré toute son irresponsabilité, il dit, voici, il dit à ma fille, voici ton passeport, tous tes papiers. Nous pouvons partir. Mais cet enfant, je ne peux pas m'en occuper. Va te poser cet enfant au bord de l'eau parce que ma maman a dit à ma famille que c'est un enfant, c'est pas. Oui, en fait, ils sont un peu perdus à la maison. En fait, vous êtes la grand-mère. La petite merveille, elle est votre petite fille. La fille de votre fille aînée. Oui, oui. Voilà. Mais qui s'est mariée et qui a fait un enfant, elle est handicapée. Et la maman, elle est où? La maman, elle est où? Parce qu'il y a des journalistes sur le plateau, donc voilà, Mélanie, elle me remplace valablement ce soir. En fait, parce que justement, c'est ce détail-là. Il faudrait quand même que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent puissent avoir toutes les informations nécessaires pour qu'ils puissent comprendre un peu ce que vous vivez. Donc, il faut bien leur dire. Qu'est-ce qui vous lie à cet enfant? Comment on en arrive là? Dites-nous. Ma fille étant très jeune, elle a fait cet enfant à 18 ans. J'ai compris que c'était pas facile pour elle. Il a fallu que je prenne entre ses mains et je m'accroche. D'accord. Pour qu'elle soit un peu tranquille dans sa tête. Puisque cette situation-là, ça traumatise. Une petite fille à son âge, je ne pouvais pas supporter. Mais elle était déjà mariée, vous m'avez dit en off quand même qu'elle s'est mariée. Mariée, la famille est rejetée par la famille, rejetée par tout le monde. À 18 ans. Oui. Elle était encore mineure à 18 ans. Beaucoup. Mais vous avez permis à votre fille de se marier. Sinon, c'est la famille africaine. Je peux dire. La famille africaine. En conclusion. Maintenant, elle se marie, voilà, elle accouche et le bébé, il est malade. Le papa, il s'en va. Il revient plus tard avec les passeports. Oui. C'est à ce moment-là que, voilà, quand il revient avec le passeport, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il prend cet enfant, va déposer au bord de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est le serpent. Et puis on peut s'en aller librement. Pardon? Mélanie. Oui, c'est compliqué, mais moi, je vais le dire cash, sans esprit de critique, mais quand on fait un enfant, que ce soit une femme ou un homme, on doit assumer. Les aidants familiaux qui sont les grands-parents, les cousins, les cousines, viennent en second plan. Ouais. Donc, ce que ma voisine de gauche fait, bien a fait, de se substituer à sa fille et de devenir la mère de sa petite fille. Voilà, la mère et la grand-mère. Tout à fait. C'est quelque chose qui, psychologiquement, n'est pas acceptable. Parce que, imaginez, ça peut arriver que votre fille fasse un autre enfant handicapé. Vous allez toujours la suppléer? Non. Votre fille était jeune, mais elle était responsable puisqu'elle est mariée. Elle se mariait à 18 ans. Donc, elle fait un enfant handicapé. Elle devrait pouvoir être le premier relais, être au premier plan pour l'encadrement, l'accompagnement de son enfant en situation de handicap. La maturité qu'on acquiert à assumer de telles responsabilités, ça ne se... on ne saurait l'acquérir parce qu'on voit sa mère faire, parce qu'on voit d'autres personnes faire à votre place. Non. Donc, je ne sais pas où la maman est, mais la maman devrait, c'est elle qui devrait être ici au plateau avec nous. Ouais. C'est elle qui devrait être... parce que finalement, elle est à placer au même niveau que le père. Et la grand-mère, je sais, par esprit de charité, comme elle dit, et de beaucoup d'amour, elle a pris le place de sa maman. Mais c'est pas... si dans la logique, si la nature respectait... on part avant nos enfants. Voilà. Quand elle partira,
Si elle part avant sa fille, que fera sa fille qui n'a pas appris à s'occuper de cet enfant différent et qui est une merveille? Christelle, dites-nous, comment vous accueillez ces enfants-là dans votre centre? Est-ce qu'il y en a qui sont accompagnés par leurs parents? Alors, vous essayez de marcher, je sais pas, dans des maisons abandonnées ou autres? Il y en a qui sont accompagnés par les parents. Ok, donc il y a des parents qui viennent avec Il y a leurs quand même des enfants. parents qui viennent, mais on constate aussi avec beaucoup de douleur que la majeure partie du temps, c'est les chauffeurs ou la nounou. Nous avons connu les enfants que on peut faire vraiment toute une partie de l'année sans voir le parent avec les yeux. Même quand il s'agit de s'entretenir pour essayer de voir une sorte de guidance parentale. C'est toujours le substitut qui est là. Donc le parent lui-même ne vient pas prendre les nouvelles de son enfant, savoir si son enfant va bien, s'il a mangé. Il ne vient pas. Une fois qu'il le dépose dans votre centre, il s'en va. Le téléphone passe quand même, on peut l'appeler. Il y en a qui changent carrément le numéro de téléphone. Le téléphone passe. Ouais. Quand tu appelles, tu expliques que j'aimerais voir et tout, et tout, et tout. Bon, il va te dire oui. Il va te dire oui. D'autres, quand il s'agit par exemple de certaines modalités, il le fait par le biais toujours. Donc c'est très difficile. Il y a Mais vraiment... on comprend qu'il y en a c'est une sorte de rejet carrément. On évite, on coupe carrément le lien, on évite d'être en contact direct avec l'enfant. Tout à fait. Vous avez un exemple parmi tant d'autres avec l'histoire de ma voisine ici à côté. Oui. Maintenant, moi j'aimerais tout simplement dire que la maman, sa fille, tout comme son père, rejoint le camp de ces parents-là qui lèvent les mains. Oui. Qui lèvent les mains. Parce que si elle ne le fait pas, l'enfant sera sans dessus, sans dessous. L'enfant sera désemparé et sera rejeté. Mais dis-moi un peu, Christelle, c'est vrai que vous n'êtes pas des médecins, mais comment comprendre un peu ce phénomène d'enfants, on va dire quoi, malades et autres là? Parce que de plus en plus on remarque dans certaines familles et autres. Est-ce que vous avez des explications? Vous qui êtes en contact permanent, même vous Mélanie, vous avez un centre quand même où vous avez des enfants qui sont quand même assez vulnérables, dont vous avez la charge et autres. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Déjà l'explication vraiment, elle est très ambiguë. Complexe, oui. Complexe déjà, parce que ça dépend aussi de la pathologie. Parce que par exemple, lorsqu'on prend le cas de la trisomie 21. Nous savons déjà tous que c'est une aberration chromosomique qui peut être soit au niveau de la 21e paire, soit au niveau de la 12e paire ou la 13e paire. Et là, nous aurons un enfant mongol. Comme on appelle souvent, Voilà. c'est de la trisomie 21. Voilà. Oui. Et maintenant, au niveau de l'autisme, son originalité vraiment reste encore très complexe. Mais d'ailleurs, Mélanie l'a rappelé, qu'il n'y a pas vraiment de causes exactes qui peuvent justifier ou expliquer le fait que... Les scientifiques n'ont pas encore trouvé. Pas encore. C'est pour ça que c'est encore assez compliqué quand même. Il n'y a pas de remède miracle. Il n'y a pas de remède miracle, mais heureusement, les enfants font aujourd'hui, les scientifiques par contre ont trouvé des techniques, des approches éducatives qui donnent beaucoup de bonheur, qui font évoluer les enfants pour peu que les parents acceptent d'exposer ces enfants à l'éducation spécialisée assez précocement. Voilà, vous faites bien de parler des techniques, parce qu'on a quand même une forme d'inculture quand même auprès de certains parents qui ont des enfants qui sont soit autistes ou bien qui ont des troubles mentaux. Et justement, vous parlez, qu'est-ce qu'on vous préconise, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil, comment on devrait prendre soin d'un enfant qui souffre de l'autisme, L'autisme, par exemple, c'est un handicap difficile, mais pour lequel, comme nous disions tout à l'heure, le parent doit être le co-éducateur ou le co-thérapeute. Le parent doit être... Donc un coaching personnel en fait, le coach direct. C'est ça. Le parent doit devenir, doit intervenir au premier plan. Voilà. Quand ce diagnostic tombe, généralement, il y a encore peu de professionnels dans notre pays qui ont les capacités, les compétences pour s'occuper de l'autisme. Mais quand on en trouve, le travail qui est demandé est d'abord celui de l'implication. La première exigence est l'implication du parent.
Parce que quelle que soit l'institution, un enfant ne passe pas plus de 5 heures dans une institution. Voilà. Sur une journée, sur 24 heures et 8 heures par jour, le relais doit absolument être pris par les parents. Oui. Voilà. Donc, et comme ce sont des handicaps lourds, c'est un handicap à vie. Oui. Donc, le parent doit, les institutions ne doivent pas suppléer totalement la famille. Les parents doivent être en capacité d'entendre la vérité, que si vous ne vous impliquez pas, on n'accompagne pas cet enfant. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut les mettre devant le fait accompli. Parce que même quand je reviens sur le décret, le décret 62-33 du 26 juillet 2018, qui c'est un décret d'application de la loi sur la protection de la personne des enfants handicapés. Des enfants en situation de handicap. Donc, ce décret dit dans son article 2 que les dispositions de ce décret-là ne bénéficient qu'aux enfants titulaires d'une carte nationale d'invalidité. Mais qui certifie qu'ils sont invalides. Voilà. Donc, et la démarche pour obtenir cette carte, la première démarche est d'abord un bilan médical. Un bilan médical. Alors, qui, plus que le parent, qui est le mieux placé pour faire obtenir un bilan médical? Un bilan médical, on l'obtient à la suite d'une série d'examens kilométriques. Alors, si le parent ne veut pas se donner cette peine pour que cet enfant ait au moins ce droit de posséder ce qui est pour lui la carte d'identité, voilà, pour bénéficier du minimum même que l'État met à la disposition. Je veux dire, quand on sait que quand on a la carte d'invalidité, vous entrez dans un taxi, cet enfant ne paye pas le taxi, c'est l'accompagnateur qui paye le taxi. Il y a des tas d'éducation. Voilà, l'éducation est gratuite, le travail, les parents peuvent espérer des aides avec la décentralisation qui arrive, on espère beaucoup, que les mairies seront dotées de suffisamment de moyens pour pouvoir subvenir aux besoins, soutenir les familles des parents et des enfants handicapés. Donc, mais le premier pas est que cet enfant doit avoir un bilan médical pour qu'on sache de façon concrète qu'est-ce qu'il a en fait. Qu'est-ce qu'il a. Et quand un parent ne fait même pas dire, on te décrit, il fait comme ça, il est comme ça, il ne dort pas, il ne mange pas. Mais ça veut dire que concrètement, il a quoi? On n'a jamais vu les spécialistes. Même les parents aussi ne vont pas à la recherche de la bonne information. Voilà. Donc, c'est des parents, comme elle disait tout à l'heure, la sensibilisation. L'enfant est surhandicapé et c'est des parents qui doivent être passibles de prison même. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Pourtant, quand on a pris le pli, on a fait le deuil, entre parenthèses, de l'enfant normal, on doit pouvoir se retrousser les manches sans se faire plier. D'accord. Christelle, bon, à part, vous avez parlé des raisons liées peut-être à la santé et autres, qu'est-ce que vous observez d'autre? Qu'est-ce que vous remarquez aussi auprès de ces parents-là qui ont des enfants qui ont qui sont en situation de handicap et qui ont certains troubles et tout, qui sont moralement fragiles? Bon, déjà, le parent... Ils payent déjà pour que vous occupez de leur enfant. Est-ce qu'ils payent? Oui, normalement, c'est payant. D'accord. Parce que il faut le déplacement. Il faut aussi que l'éducatrice ou l'encadreur ou l'encadrice qui s'occupe de l'enfant puisse jouir de ce travail. Oui, puisse aussi le faire de façon aussi heureuse. En même temps, il faudrait aussi quand même des centres de formation spécialisés pour les personnes qui seront appelées plus tard à prendre en charge, comme ailleurs, à l'étranger par exemple. Même comme là-bas aussi, on constate quand même, quand on regarde tout en France, que les enfants aussi en situation de handicap, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été faites. Tout à fait, tout à fait. Le secteur social est pourvoyeur d'emplois. Il y a énormément de professions qui sont
liées au secteur social. Je veux dire, quand on prend les psychologues, les éducateurs spécialisés, je vais citer, c'est une vingtaine de métiers autour du secteur social. Mais on gagnerait quand même à former ces personnes-là, parce que la société en a besoin. Chez nous, c'est du bac, ça va du bac plus 2 à du bac plus 3, bac plus 5. Allez-y avant qu'on ne... On gagnera plus à former déjà dans l'éducation spécialisée, parce que l'éducation spécialisée est le moyen, l'un des moyens pour amener l'enfant dans l'autorégulation. Parce que par exemple, le cas de l'autisme, nous, dans la psychologie, nous les appelons les enfants à besoins spécifiques. À besoins spécifiques. C'est-à-dire que c'est des enfants qui ont juste plus besoin d'attention. C'est-à-dire que ce que l'enfant, entre guillemets, normal, fait par imitation ou par suivisme. Pas par suivisme, quoi. L'enfant autiste a besoin de l'aide, a besoin d'un appui, a besoin d'un support. C'est pourquoi nous allons parler de support physique total, support facial, et jusqu'à arriver à l'autonomie. Donc on comprend quand même que dès le départ, les parents, c'est la pièce maîtresse. Les parents. Une institution qui n'implique pas les parents ou qui ne force pas aux parents de s'impliquer, j'ai envie de dire, elle tire devant et les parents tirent en arrière. Je veux dire, c'est comme ça. Résultat des courses, voilà. On n'avance pas le pauvre petit à l'enfant. Voilà, donc il faut vraiment que les parents soient absolument impliqués, obtenir l'implication du parent de gré ou de force. Les parents devraient justement sensibiliser sur la nécessité de prendre en charge, de participer d'ailleurs. De participer. C'est pas tout de dire, on paye. On paye quoi? Ici, chez nous, le handicap, ça relève de la charité encore. Il n'y a pas réellement, malgré les efforts des pouvoirs publics, ce n'est pas encore, les choses ne sont pas encore sur les roulettes. Les choses ne sont pas encore sur les roulettes. Nous sommes d'accord, Mélanie. On va observer une courte pause, mesdames, le temps de suivre attentivement ces réactions. C'est le moment de rappeler à nos fidèles téléspectateurs un clin d'œil particulier à l'un d'eux qui nous regarde depuis la France. Alors, c'est le moment de vous rappeler que vous avez l'occasion de nous écrire vos messages, réactions et autres. Si vous êtes confronté à une telle situation, comment vous faites? Quel est le remède miracle? Comment vous faites pour prendre soin de votre bébé, de votre fille, de votre fils qui serait peut-être malade ou bien situation de handicap? Est-ce qu'il y a des conseils que vous souhaiterez donner aux mamans ou aux parents qui font face à cette situation? Écrivez-nous, allez sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV 2015 sur Facebook. L'émission en direct, c'est la page officielle d'Equinox, toujours sur Facebook. Tapez juste Equinox TV. On regarde attentivement, on se retrouve juste après. Les enfants malades mentaux, ce sont les enfants comme tout le reste d'enfants. Oui, ces enfants-là sont comme tout le reste d'enfants. On doit les encadrer comme tout un chacun. Bon, les enfants malades, ils doivent avoir leur suivi, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Parce qu'ils ont droit à tout ça comme tout un chacun. Oui, ce sont des êtres humains comme tout le monde. Donc, ils n'ont pas voulu venir au monde. C'est Dieu qui les a envoyés au monde. Donc, quand Dieu t'envoie un enfant comme celui-là, tu dois l'encadrer. Tu ne sais même pas d'abord pourquoi Dieu t'a donné cet enfant. Tu dois l'encadrer comme celui qui est normal. Disons que si les étrangers sont en train de venir et qu'ils voient que l'enfant qui est malade là est un peu sale, on doit le mettre propre et le placer là comme il peut aussi. Et quand il voit aussi les gens venir, il est content. Oui, quand l'enfant malade voit des gens venir comme ça, il est aussi content de les voir. Il est content de voir tous ces enfants comme lui-même et ça ne sert à rien de les garder, de les fermer dedans. Oui, ça ne sert à rien de les fermer dedans. Non, moi je donne le conseil aux mamans, surtout aux mamans qui ont les enfants malades, qui ne doivent pas se désespérer. Ils doivent les encadrer comme les enfants normaux. Tous sont des enfants normaux comme tous les autres enfants, puisqu'ils ne choisissent pas de naître comme ça. C'est Dieu qui envoie, on ne choisit pas. Un parent ne choisit pas d'avoir un enfant normal ou pas. Oui, ma petite soeur a eu à avoir un enfant malade, tellement malade, mais elle a pu supporter. On a demandé même à l'hôpital si on pouvait tuer l'enfant dès la naissance, elle a refusé. Elle a gardé cet enfant 8 ans.
Bien sûr, paix à son âme, ça fait 3 mois que cet enfant est décédé. L'enfant a fait au moins 10 ans sans marcher, toujours sur le lit. On nourrissait l'enfant. Par moment, elle laissait à ma maman. Et parfois, elle venait reprendre cet enfant pour aller, puisque elle travaille. Elle prenait soin de cet enfant, plus qu'un enfant normal même. Elle s'attachait à cet enfant. Il faut avoir beaucoup de courage. Bien sûr, c'est difficile. Mais il faut accepter ce que l'on vous donne. C'est Dieu qui vous a donné, vous n'avez pas choisi. S'il fallait choisir, personne ne devait accepter avoir un enfant qui est malade, souffrant. Non, personne ne peut accepter grandir dans la souffrance. Ou tout. Non. Un malade mental, c'est une maladie. Mais je dirais qu'on les a couchés comme tout enfant. Ok? On les a couchés comme tout enfant durant 9 mois. Bon, tout simplement, ce qu'il faut faire, il faut les encadrer. Mais pas les enfermer comme les prisonniers, comme un meurtrier. Il faut les encadrer. Les mamans et les parents doivent les encadrer, les cajoler même. Pour moi, il faut les cajoler. Parce que c'est un enfant que tu as souffert. Pour lui sortir, ça n'a pas été facile pour moi. Il faut encadrer cet enfant. Tu le berces, tu le dis que bon, il y a les étrangers, calme-toi, et il va se calmer. Mais tout au contraire, en l'enfermant, c'est là où plutôt il s'agit. Moi, j'ai vécu un cas comme ça parce que mon voisin avait un enfant qui tombe, l'épilepsie. Voilà, ça arrive parfois, il tombe. Quand il tombe comme ça, son papa lui prend, il va enfermer. Mais souvent, quand nous on est là comme ça, on lui dit non. Donc c'est même ça qui m'a fait, quand je vois un enfant aujourd'hui qui tombe l'épilepsie, comme je suis ici au marché, il y en a qui tombent devant moi. Je suis même la première à aller à côté de lui. On dit que c'est contagieux, je dis c'est pas contagieux. L'épilepsie n'est pas contagieux. Tant que je n'en sais rien, je vais vers lui, je dis que penche-toi, mais c'est l'eau qui n'est pas bien. Le conseil que moi je donnerai aux parents en tant que mère, d'encadrer les enfants. De ne pas les enfermer, ce n'est pas les fous. C'est les fous qu'on enchaîne. Il faut les encadrer, il faut les cajoler, il faut causer même avec eux. Ils vont comprendre. De retour sur le plateau de Parole des femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons de ces enfants-là qui embarrassent entre guillemets certains parents. Il s'agit donc des enfants qui sont en situation de handicap ou bien qui souffraient des troubles mentaux, des enfants dont vous avez la charge au quotidien. Vous, Christelle, et même vous, Mélanie, j'accueille sur ce plateau Sadatou Yushimène qui, elle aussi, encadre ses enfants. Bonsoir à vous. Bonsoir, Sadatou. Madame Julie. Vous allez bien? Ça va très bien. Meilleurs vœux? Non. Non? Vous voulez pas lever les meilleurs pour 2020? Meilleurs Oui. pour vous, Sadatou. Ah, meilleur à vous, merci. Mère de 2 enfants, vous encadrez justement les enfants malades, je l'ai dit. Vous vivez à Bonamo, ça dit dans l'arrondissement de la 5e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Vous nous suivez depuis le début de ce programme juste à côté. Et voilà, on parle de votre métier, on parle de votre quotidien, des réalités auxquelles vous faites face chaque jour dans l'exercice de votre métier. En fait, dans le cas des exercices de notre métier, on rencontre parfois des parents au fait qui n'acceptent pas. Parce qu'il y a des parents qui ont des enfants qui sont autistes et qui ont des handicaps. Et quand vous essayez d'expliquer aux parents, le parent va vous faire comprendre que l'enfant n'est pas malade, l'enfant n'est pas ceci, l'enfant n'est pas cela. Mais elle voit que vraiment l'évolution de l'enfant n'est pas comme peut-être pour d'autres enfants qu'elle. Un problème de croissance, peut-être de retard de croissance, d'autres qui ont de la peine quand même à parler et tout. Oui, d'autres qui ont la peine de parler, qui ont des petites malformations, qui ont peut-être leur façon peut-être de réagir. Oui. Parce que ces enfants-là, quand vous essayez toujours de les délaisser, ils ont parfois tendance à faire des petites crises. Mais justement, on s'inquiète un peu sur l'avenir de ces enfants. Quel avenir pour ces enfants-là, Sadatou? Vraiment, tout ce que je vais dire peut-être aux parents qui ont vraiment ces enfants, qu'eux arrêtent d'avoir peut-être honte ou de se dire dans la tête la voisine et le voisin va dire oh mon enfant et ceci, c'est là. De prendre son enfant ou bien la charge en main, de se lever et s'occuper vraiment de son enfant, d'avancer avec la tête haute. D'accord. Oui. Christelle, vous avez suivi ces différentes réactions, il y en a qui vous ont marqué? Beaucoup. Lesquelles? Beaucoup. Parce que je me rends déjà compte que la phrase qui revient à chaque instant, ces enfants sont comme tous les enfants.
C'est-à-dire, si le parent pouvait déjà ancrer cela dans son psychisme, vraiment les choses devaient vraiment évoluer. Parce que le parent a une très grande responsabilité dans la prise en charge de l'enfant. Il ne peut avoir prise en charge sans implication parentale. C'est pas possible. C'est ce que Mélanie relevait tout à l'heure. C'est pas possible. C'est pas possible. D'accord. Et voilà, des interventions derrière, qui sont un témoignage qui vous aurait marqué? Oui, il y a la dame qui a intervenu en dernier, où elle disait elle est au marché, et très souvent il y a des enfants épileptiques, il y a des cas d'épilepsie, les enfants tombent et tout le monde fuit, on laisse l'enfant et qu'elle les prend parce que... on lui dit que c'est contagieux. Voilà, on lui dit c'est contagieux, elle dit non, c'est pas contagieux. C'est formidable. Regarde une vendeuse au marché, comment elle a su que l'épilepsie n'est pas contagieuse au point même de vouloir porter secours. Voilà, d'être la première. Voilà. Donc ça veut dire que même les parents de cet enfant qui tombe comme ça au marché ignorent ce que leur enfant a. On le trimballe chez les marabouts parce que l'épilepsie, au moins, l'autisme n'est pas une maladie. L'autisme, c'est un handicap. Mais l'épilepsie, c'est une maladie. L'épilepsie, c'est une maladie et il y a un suivi médicamenteux qu'il faut. Il y a 1 ou 2 médicaments maximum qu'un enfant prend. Je pense même 1. C'est des sirops quand ils sont petits et après c'est des comprimés. Il le prend quotidiennement et il ne fait plus de crise. C'est ce qu'il y a dans un suivi médical plutôt assez... Donc si un enfant tombe au marché, tout le monde commence à fuir, on l'a vendu, il est contagieux, vous voyez. Donc ça m'a... ça vous a marqué? Ça m'a énormément marqué, je veux dire... vous voyez, l'éducation ou la sensibilisation des parents et même de la population est quelque chose de très important. Très important. Germaine Goubéné, on va commencer les messages. La souffrance fœtale est à l'origine de l'handicap de mon fils aîné qui souffre de mal neurologie. Un enfant très affectueux, adorable, très pieux. Mais alors, quand la période de crise arrive, c'est trop triste. Parce qu'il me fait souffrir. Je dois tout subir, mais par la grâce du Créateur, je surmonte ceci depuis déjà 21 ans. C'est le témoignage de Germaine Goubéné. Beaucoup de bisous à vous, Germaine. Bravo. Alors, il y a Sirius Aubert Adjaro qui dit « C'est une ignorance totale de la part de ses parents. En dehors de l'attention dont ces enfants ont besoin pour leur intégration dans la société, de plus pour l'harmonisation du foyer, si bien qu'en les ignorant, les parents perdent. La nature a horreur du vide, dit-on. » Merci Julie pour le choix des thèmes. Merci. Jackie Ngati, sujet intéressant, maman Julie, s'il te plaît. Bon, elle propose déjà quoi comme thème, ces femmes qui accouchent et jettent le nourrisson. Roville Stéphanois, il faut dire que le sujet est fort intéressant. La thématique à elle seule dénonce déjà une carence sociale. Mais il faut encore vivre cela en expérience pour avoir des arguments. Personnellement, je n'ai pas encore été assistée à tel traitement humain, mais je suis par ricochet très impatient. Écoutez, alors... Daniel Otué dit mon petit frère, père, son âme était malade, aucune activité motrice, ma mère ne l'a pas rejeté, porté, lavé, etc. jusqu'à son dernier soupir, c'était à l'âge de 7 ans. Elle aimait son enfant, moi étant l'aîné, j'étais l'assistante, mais c'est pas facile. Parfois, on peut s'abstenir de juger car c'est un dur quotidien, n'est pas encouragé. L'État peut mettre à la disposition des mamans des centres de prise en charge par des personnes qualifiées. Ça réduirait nettement le nombre d'abandons et de négligences. Parce que justement, on se rend compte que même dans certains orphelinats, certains centres sociaux et autres services sociaux, il y a des enfants malades qui sont parfois délaissés par leurs géniteurs. Et très peu s'identifient comme étant les géniteurs. Très souvent, vous le vivez régulièrement, ces cas-là, ça date tout. Ouais. Vous les vivez régulièrement. Oui. Donc des parents qui viennent avec leur bébé, leurs enfants malades, ils vous disent qu'ils ne sont pas les géniteurs en fait. Oui, il y a des parents qui le font. Hein. Il y a des parents qui le font beaucoup. Ils se présentent comme l'oncle de l'enfant. Ouais. Je vais l'aider, voilà. Ouais. Bon, parfois, ils ont honte d'accepter que c'est mon enfant. Ouais. Oui. Ouais. Donc c'est ce qui expliquerait peut-être la présence de certains enfants malades dans les orphelinats, mesdames. Hein? Oui, mais en fait, je pense que... Donc, ils ne sont pas orphelins, en fait. Ils ne sont pas orphelins, Mélanie.
Ils peuvent être orphelins, mais les parents sont démunis. Ouais. Il y a les parents, on n'est pas armés pareillement devant le handicap. Il y a des parents qui, moralement, financièrement, sont très, très, très démunis. Ouais. Voilà. Les relais, logiquement, devraient être pris par l'État. L'accompagnement du handicap ne devrait pas relever que de la seule responsabilité des parents. Vous voyez, il y a tout un processus, les textes sont là, mais nous attendons encore la mise en œuvre parce que c'est une solidarité nationale qu'il faut autour du sujet. Qu'un parent vienne avec son enfant malade et qui vous dise qu'il n'est pas le sien, qu'il a ramassé dans la rue et autres, ça existe. Moi, ça me rappelle une histoire. J'ai fait 1 an. On avait l'enfant dans le centre et chaque jour, ce monsieur garait la voiture au portail. Mais il envoyait le chauffeur prendre l'enfant chaque jour jusqu'à ce que l'année est finie. Prendre l'enfant pour venir le chercher, pour venir le déposer. C'est-à-dire qu'il ne touchait pas son enfant, il accompagnait pas son enfant, il faisait le travail par le chauffeur. Dans la voiture, c'est le chauffeur qui sort. D'accord. Il avait honte en fait peut-être de s'en ficher ou bien il n'avait pas sorti. C'est la honte. C'est la honte. Okay. Parce que même quand on dit qu'on a besoin de voir le parent, le chauffeur reçoit un jour, le chauffeur est ressorti, allez lui dire que on veut tout ça. Le chauffeur est revenu, il a dit bon, le monsieur a dit que vous pouvez me dire tout ce qu'il faut dire. Oui. Pendant 1 an. L'enfant le connaissait comme son papa. Des enfants chez dans les maisons, les enfants dans les orphelinats. Peut-être que vraiment les parents ils essaient de comprendre la nécessité d'être proches, vraiment très très proches de ces enfants-là. Les pères de ces enfants sont où? Eux-mêmes fuient parce que c'est pas facile. Il y a eu un cas similaire sur les réseaux sociaux où un père a abandonné sa fille dans un centre de santé. Tout le monde lui trouvait des excuses, oh c'est pas facile, oh il est parti et tout cela. Alors c'est pas facile de s'occuper d'un enfant malade ou d'un enfant qui a un handicap. Ça demande beaucoup de force et un mental solide. Quand tu te trouves seul, c'est encore plus pénible. Ces femmes devraient être soutenues, encadrées et non abandonnées par le partenaire et leur famille, ou pointées du doigt parce qu'elles ont des enfants malades. Alexis Sterling Konjo dit, ça fait très mal de savoir des enfants abandonnés par leur propre génitrice et dit qu'il y a des femmes qui cherchent ne serait-ce que le retard d'un jour sans voir. Miki, j'apprécie beaucoup l'harmonie entre votre thème. Fokou Madiba, bonsoir Tata Julie. Je dirais tout simplement que les mamans qui ignorent leurs enfants sous prétexte que ce dernier a une malformation n'ont pas de cœur, car le jour de l'accouchement, vous ressentez les mêmes douleurs que pour les enfants normaux. Tout à fait. Adieu les comportements barbares, mes chères mamans. Madi Kanadi, bonsoir Julie. Ce sujet me touche particulièrement car j'avais un problème de peau dont jusqu'aujourd'hui on ignore la provenance. Certaines personnes me repoussaient, mais ma mère n'a jamais cessé de se battre pour moi et pour ma guérison. Je lui rends vraiment grâce pour cela. À toutes ces mamans qui ont abandonné leurs enfants pour cause de maladies, Dieu reste le seul juge. Justine te met vraiment, je sont des vrais sorts. J'ai été victime de cette situation. Mon frère a fait l'enfant avec une fille, s'occupait très bien d'elle, du bébé. Alors 3 mois après l'accouchement, elle annonce qu'elle est fiancée. Nous n'avons pas refusé, elle est partie avec l'enfant. Chaque mois, on envoyait la ration de l'enfant. Et en retour, on demandait les photos de l'enfant, elle n'envoyait pas. Un jour, l'ami de mon frère, en passant chez la fille, rencontre par hasard l'enfant. Mon Dieu, quelle honte. Au XXIe siècle, l'enfant a une malnutrition chronique et tout. Le message, c'est long. Benito Boris Fepi. Alors, je pense que nul n'a choisi de naître donc mal formé, aliéné ou quoi que ce soit. Ils ont besoin de notre affection et une attention comme amour. Attendez, de notre affection et attention comme amour, d'accord? C'est grave du péché d'abandonner un être enfant. C'est un peu compliqué. Alors, Kaporo, Ramatou, Sardia Moussalamina, waouh, enfin le moment, un enfant vivant avec un handicap intellectuel, nous sommes camerounaises, nous sommes des mamans marginalisées par la société. À nous l'honneur ce soir. Oui, c'est aussi un sujet tabou, on dirait que aussi
c'est quand même, c'est à féliciter. Voilà, c'est à féliciter. On n'a pas de limites, on n'a pas de frontières. C'est pas des sujets qui font... qu'on aborde facilement en société, c'est vrai. Voilà. Justement, il est question de briser un peu ces mystères-là parce qu'on a réalisé à travers vos témoignages que ça n'aide pas les enfants. C'est ça. Ça n'aide pas la société. Il y a aussi que les médias, vous faites déjà beaucoup, mais je veux dire, quand on a la journée mondiale de tel handicap, ce serait bien qu'on fasse aussi un grand plateau quand il y a tel ou tel autre sujet, le football, le machin. On voit des grands, ça n'en finit pas, mais la journée mondiale des malentendants, ça passe sous silence, la journée mondiale de l'autisme, la journée mondiale des... Voilà. Donc, c'est janvier, nous sommes chez toi, Julie. Nous espérons que nous reviendrons reparler et parler, parce que ce n'est que par la sensibilisation aussi qu'on touchera le cœur. Voilà. Donc nous louons cette belle initiative que vous avez eue en cette début d'année. Merci beaucoup. De sortir avec ces enfants-là, de chercher, parce qu'aujourd'hui... Ils ne comprennent pas bien le terme sortir avec les enfants. Non, sortir que si peut-être les enfants normaux, si on parvient à les scolariser, pourquoi pas eux? Voilà. De les aider à s'épanouir, à sortir dans le monde public des autres enfants, pour qu'ils se disent qu'il est comme les autres, et pour que d'autres puissent l'accepter tel qu'il est. Ouais. D'accord. Et Julie aussi, c'est votre dernier mot, parce qu'il n'y a plus assez de temps. Un réel souci de l'insertion sociale. Parce que nous allons bien prendre soin de ces enfants. Nous allons bien les rééduquer. Mais le gros problème, c'est l'insertion sociale. Que vont-ils devenir? Bon, c'est là maintenant que... de l'avenir. De l'avenir. C'est pourquoi nous lançons également cet appel au gouvernement. Pour que ces enfants, nous pouvons avoir les subventions. Pour que ces enfants ne soient pas juste pris en charge et après... Abandonner à eux-mêmes. Revenir à eux-mêmes. Il faut que cela soit continu. D'accord, une continuité. Une continuité. D'accord. Merci à vous, Christelle Ilouga. Mélanie Bell, pour sortir. Mais pour sortir, je dirais que le maître mot, c'est la formation. C'est la formation. Le parent ne doit pas se sentir exempté. La formation est le premier point, que ce soit les professionnels, les jeunes. Il n'y a pas que les start-up, il n'y a pas que le Made in Cameroun. Il devrait aussi avoir un Made in Cameroun dans la formation aux métiers valorisants qui sont les métiers du social. Parce que tout le monde, chacun de nous est un futur handicapé. Il suffit que le Ben Sikin vous bouscule, il suffit d'un accident sur l'axe lourd, vous vous retrouvez, voilà, il y a eu... donc, quand on y pense, chacun devrait se dire, j'entre à l'université, éducateur spécialisé, c'est quoi? C'est bac plus 3, c'est licence. Voilà, voilà, orthophonie, c'est bac plus 5, c'est pas la mer à boire. Psychologue, c'est bac plus 5. Donc, les jeunes devraient également être sensibilisés. Nos pouvoirs publics, les fondateurs des instituts supérieurs devraient également encourager. Merci à vous, Mélanie Bell, merci à vous, Christelle Ilouga, merci à vous, Sadatou Yushimène et également Elisabeth Makoutine qui était à la première partie de cette émission. Une pensée pieuse pour le repos de l'âme de cet enseignant-là qui a été froidement assassiné à Yaoundé au lycée de Nkolbison. Nous pensons aussi à notre ancien confrère d'Equinox TV, Jacques Ipé, qui est décédé. Beaucoup de courage à sa famille. Nous sommes de tout cœur avec vous. Je vous rappelle les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé, Dani Warenzede, Carlos Minoué, Dalastana, Marlise Minkumo, Francis Boyom, le Douponi. N'oubliez pas, on se retrouve mardi prochain. Vous le savez, ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.